Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal du week-end sur Tosungana Télévision. Ouvrons avec ce mini sommet spécial de la communauté de l'Afrique de l'Est qui s'est ouvert le vendredi 17 février 2023 à Addis Abeba. Ce sommet qui a réuni 8 chefs d'État de la CAE élargie à la République d'Angola, entre autres. Félix Antoine Tshisekedi a tourné autour de la situation sécuritaire qui prévaut à l'Est de la République démocratique du Congo. Regardez. La veille de l'Assemblée générale annuelle des chefs d'État de l'Union africaine, Addis Abeba abrite ce vendredi un important mini-sommet spécial consacré à la situation sécuritaire préoccupante à l'Est de la République démocratique du Congo. Il s'agit en fait d'un sommet de 8 chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est élargi à la République d'Angola. Ce format avait été décidé à l'issue du dernier sommet extraordinaire de la East African Community tenu à Bujumbura le 4 février dernier. Tous les 8 chefs d'État ont répondu présents, excepté le président Salva Kiir du Sud du Soudan et Yoweri Museveni de l'Ouganda représentés au niveau ministériel. 2 allocutions ont marqué la cérémonie d'ouverture. D'abord, João Lourenço en sa qualité de médiateur désigné de l'Union africaine et puis Évariste Ndayishimiye, le président en exercice de la East African Community. Les 2 chefs d'État ont reconnu que la situation sur terrain est très préoccupante, mais ont proposé chacun un ordre de jour différent. Pour João Lourenço, les discussions doivent porter sur les cantonnements des troupes du M23 et son financement, tandis qu'Évariste Ndayishimiye, lui, a évoqué la mise en place d'un mécanisme conjoint de suivi et évaluation. Les vraies discussions se poursuivent encore à huis clos, ici dans la salle Julius Nyerere au siège de l'Union africaine, et le communiqué final de ce sommet est très attendu. À l'Assemblée nationale, après la visite de compassion à l'ambassade de Turquie, Christophe Mbosoko Diapwanga, speaker de la Chambre basse du Parlement, a eu un après-midi chargé. Le vendredi 17 février, il a reçu en audience une forte délégation de membres du comité scientifique chargé d'élaborer la politique nationale de justice transitionnelle, laquelle était conduite par le professeur Luzolo Bambi. Suivez. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, s'est engagé à rationaliser et coordonner la mise en place des mécanismes de justice transitionnelle en République démocratique du Congo. À cet effet, Luzolo Bambi Lessa a été reçu par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Dia, pour échanger autour de ces rapports adoptés lors du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Au sortir de l'entretien, le professeur Luzolo Bambi se félicite d'avoir eu un échange fructueux sur ce travail combien important pour le pays. Au regard de l'évolution de la situation, par rapport au contexte de l'état de droit, de la justice et des droits de l'homme, il est apparu nécessaire de rencontrer l'honorable président de l'Assemblée nationale pour l'imprégner de l'opportunité, de la nécessité pour l'Assemblée nationale de prendre à bras le corps la question relative à la justice transitionnelle de notre pays. La justice transitionnelle est un ensemble de mécanismes mis en œuvre pour tenter de faire face à des actions massives commises dans le passé en vue d'établir des responsabilités de rendre justice et de permettre la réconciliation. Cette justice devrait se focaliser sur les violences sexuelles et atrocités des crimes commis dans l'Est de la RDC. Et sachez également que le G5 de l'Ituri pose le diagnostic sans complaisance de la situation sécuritaire dans cette province sous état de siège après un entretien avec le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso. Stéphane Gouchipaï. Le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience une forte délégation du G5, structure qui regroupe les 5 communautés victimes d'atrocités en province d'Ituri, conduite par Christian Uteki Udongo, porte-parole du G5 Ituri. Reçus par le speaker de l'Assemblée nationale, ces derniers sont venus lui présenter la situation sécuritaire générale en province d'Ituri
où sévit un massacre à grande échelle depuis 2017 à ces jours. L'essentiel de membres de ces communautés est atrocement abattu par le hors-la-loi regroupé au sein de deux groupes armés, la Codeco FPI Nyakilima, lequel collabore avec d'autres groupes étrangers dont le ZADF Nalu et le Hutu rwandais qui sont regroupés au sein de Shinabana-Bwisha. Nous avons présenté cette session auprès du président de l'Assemblée nationale qui a pris compte de tous ces massacres que nous sommes en train de connaître et nous a donné plus le mode de réconfort. Le mode de réconfort non seulement de l'Assemblée nationale mais de lui-même comme président de l'Assemblée où il tient à cœur l'Assemblée, tient à cœur lui-même le président, tient à cœur ce qui se passe en province de Ituri et la volonté manifeste de qu'on puisse retrouver la paix mais principalement à cette période électorale. Nous voudrions bien que nos membres soient enrôlés, mais cette fois-là, lorsqu'ils seront enrôlés, qu'ils soient enrôlés au nom et pour le compte des entités d'origine pour lesquelles ils ont fui. C'est la prévision de toute occupation illicite et illégale de nos terres par les étrangers qui occupent nos terres. En réaction, l'honorable président a promis de transmettre les attentes des Ituriens au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi parce que c'est lui le décidaire suprême pour ce qui concerne la mise en œuvre de la sécurité en province d'Ituri. En parlant des animateurs, le porte-parole pointe du doigt l'accusateur vers tous les animateurs à différents niveaux de cette province sous état de siège. Il s'est de rappeler que le G5 regroupe les communautés victimes. Il y a les communautés Allure, Emma, Mambisa, Ndoké et Nyalikilo, lesquels sont massacrés par ces groupes de miliciens. C'est donc un groupe de pression pour faire valoir notre cri de détresse et demander aux autorités de lui apporter un appui pour la sécurité. Changeons de registre cette fois-ci pour parler élection 2023. Le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, Paul Mouindo, est arrivé dans la ville de Beni, province du Nord Kivu, accomplissant sa mission de sensibilisation de la population à l'enrôlement dans l'ère opérationnelle 3. Il a également rempli son devoir civique en s'enrôlant sur place. Au lendemain du lancement de cette opération dans cette partie du pays, le membre du bureau de la CENI a prêché par l'exemple. Il s'est rendu à l'Institut Koli Koko et à l'Epembimbi où il s'est plié à l'exercice d'identification puis de l'enrôlement avec au bout du compte sa nouvelle carte d'électeur. Satisfait de la rapidité constatée dans la procédure utilisée au cours de cet exercice, Paul Mouindo a invité la population à participer massivement à cette opération en utilisant l'application mobile de pré-enregistrement des électeurs. D'abord, je n'ai pas pris beaucoup de temps. J'ai été un ancien enrôlé de 2016-2017 et aussitôt entré, j'ai été reçu par un préposé à l'identification et puis je m'étais déjà préenregistré. Ça s'est passé tellement rapidement et j'ai ma carte avec une très bonne qualité et une carte plastique. Et donc pour moi, je me sens davantage plus congolais que je l'étais. Parce que je viens d'accomplir mon devoir et c'est aussi un droit qui m'était également accordé. Et donc je trouve que les personnels commis à cette responsabilité, notamment les agents de la CENI, ont été à la hauteur, ce qui symbolise que la formation s'était bien passée et même nos matériels ou le matériel que je vis fonctionne normalement. Oui, à Oicha, c'est en fait un message davantage de sensibiliser et d'appeler tout le monde, n'est-ce pas, à participer à cette grande activité républicaine. Et vous savez que cette partie, c'est aussi une partie où on a connu beaucoup de guerres, on a connu beaucoup de massacres. Et j'aurais bien voulu m'enrôler à Kinshasa, à un endroit normal, mais je voulais, par cet acte, aussi venir compatir avec cette population pour dire que par la démocratie, nous finirons par avoir la paix. Aussitôt, le rapporteur adjoint de la CENI a effectué la visite dans quelques centres d'inscription de Beni pour suivre le déroulement de cette opération. Auparavant, Paul Mouindo s'est entretenu avec les autorités locales composant le comité provincial de sécurité pour avoir une idée précise des dispositions prises en vue d'assurer la sécurisation du processus en cours.
À l'issue des échanges, le rapporteur adjoint s'est montré plus que rassurant. Et aujourd'hui, on est là, accompagné avec le CEP et tous nos agents, associés avec le maire, pour en fait parler davantage de la sensibilisation et essayer de comprendre si toutes les choses se sont passées telles qu'il le faut. Et donc à chacun et à chacune, il lui est appelé de venir s'enrôler et de prendre, n'est-ce pas, leur carte dans le bureau que nous avons institué dans différentes écoles. Il faut également dire que tous les déplacés venus de Béni ne doivent pas aller s'enrôler dans les CI qui sont affectés en ville de Béni. Nous avons mis ou nous avons placé des centres d'inscription qui vont recevoir uniquement les déplacés du territoire de Béni. Dans la foulée, le rapporteur adjoint de la CENI a présidé une séance de travail avec le membre du secrétariat exécutif provincial de la CENI pour prendre la température du déroulement de cette opération à la veille de son lancement. Il s'est également enrôlé l'honorable Junior Léon Nembalemba, le rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, à l'école kimbangiste dans la commune d'Nchili. À quelques jours de la clôture de l'opération, le plus élu de la Tchangou a posé cet acte pour inviter sa base à lui emboîter les pas en prévision des échéances électorales qui se profilent à l'horizon. Patrick Lokala nous en parle. S'enrôler est un devoir civique que tout Congolais doit inexorablement remplir pour prendre part au processus électoral qui va se clôturer au mois de décembre prochain à l'issue des élections organisées à tous les niveaux par la Commission électorale nationale indépendante. En tant que citoyen congolais et leader d'une base considérable à la Tchangou, l'honorable Junior Léon Nembalemba s'est mis en ordre avec la CENI en obtenant sa carte d'électeur. L'opération a eu lieu à l'école kimbangiste située sur l'avenue 2e République dans la commune de Kimbanseke. L'exercice n'a duré que 30 minutes avant de brandir sa nouvelle carte d'électeur devant une équipe restreinte de ses collaborateurs qui l'accompagnaient à ces rendez-vous. Signalons que l'honorable Junior Léon Nembalemba est le député les mieux élus de cette district, l'une des municipalités les plus populaires de la ville de Kinshasa. L'obtention de cette carte démontre la détermination du rapporteur de l'Assemblée provinciale de participer activement aux prochaines élections qui auront lieu à la fin de cette année. Sachez également que l'honorable Junior Léon Nembalemba a effectué une visite d'inspection de travaux de la construction d'un pont dans la commune de Kimbanteke, reliant l'avenue Mbanzantoudi dans le quartier Baumbu et l'avenue Mukasa dans le quartier Biela. Satisfaits de l'évolution de ces travaux, les habitants de ce coin de la capitale n'ont pas caché leur joie. Regardez. Ce pont sera bientôt opérationnel et facilitera les mouvements des habitants de ces quartiers qui ont du mal à quitter l'avenue Mbanza-Choudi à l'avenue Mukasa, séparée par un cours d'eau qui demeure dans cet état pendant plusieurs années. Homme de grand cœur, l'honorable Junior Léon Nembalemba a résolu de jeter un pont pour relier les deux avenues afin de permettre à sa base de circuler avec quiétude. Un motif de satisfaction pour cette population qui remercie infiniment les bienfaiteurs, l'homme au cœur fertile, l'honorable Junior Nembalemba pour ses gestes louables. Vraiment, oyo bosali pona biso, tokoki kobosa na biso ta mukolo moko te papa Junior Nembalemba. C'est pour la toute première fois, en tout cas, député Makasi a comme la biso na quartier na biso Biela. Tomona na noté. Te remercie mingi d'abord Excellence Junior Nembalemba na acte oyo a posé. Poto zita mingi tulukaki ba homme compétent lokola ye pour ba réaliser histoire oyo mais ba mona na raté pato sepeli eloko yo sali tomoni esengo makasi ndenge saleli biso pont siko biso toza na posa osala biso pe terrasse o mai wana bano wuta kuna eleka kaka mbala moko oleke mai e dérangeara biso ya wana biso to sengi osala biso carnivore awa ndenge sali pont sala pe terrasse so sali terrasse papa toza ka pona yo yo sali yonde. Dans quelques jours, les constructeurs vont procéder par l'écoulement du béton et le placement des garde-fous. L'inauguration de cet ouvrage à caractère social interviendra avant la fin du mois de mars prochain.
Dans quelques jours, les constructeurs vont procéder par l'écoulement du béton et le placement des garde-fous. L'inauguration de cet ouvrage à caractère social interviendra avant la fin du mois de mars prochain. Du jeudi 16 au vendredi 17 février 2023, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a pris part à la conférence de haut niveau sur le financement du programme Education Cannot Wait. C'était à Genève, en Suisse. En ce jour de travail à Genève, en Suisse, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a participé le jeudi 7 février 2023 à l'ouverture de la conférence de haut niveau sur le financement du programme Education Cannot Wait, entendez éducation sans délai. Fonds mondial des Nations Unies pour investir dans l'éducation des enfants. Ces assises offrent aux dirigeants du monde entier l'occasion de tenir la promesse d'une éducation universelle. À la clôture de cette grande rencontre, ce vendredi 17 février, le ministre Tony Mwaba est intervenu pour mobiliser 46 millions de dollars afin de faire passer à l'échelle le programme pour l'instant uniquement implanté dans les provinces de Tanganyika, Ituri et Kasaï central. Rappelons que ce Fonds mondial des Nations Unies créé en 2016 vise à appuyer l'éducation des filles et des garçons dans la situation d'urgence et de crise. Avec son programme pluriannuel de résilience, Education Cannot Wait vise à faire le pont entre humanitaire, développement, paix et sécurité. Et justement, devant la communauté éducationnelle mondiale réunie à Genève, en Suisse, le ministre Tony Mwaba a présenté au monde l'évolution du sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique en nette amélioration depuis l'avènement du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi à la tête du pays. Il a également plaidé en faveur d'un financement au profit des élèves victimes de conflits, de guerres et de l'agression rwandaise. Regardez. Profiter de l'occasion pour remercier ESCW pour tout ce qui est déjà réalisé dans mon pays, la République démocratique du Congo, mais également pour le déploiement qui est fait sur terrain, au moins dans 3 provinces, dans le cadre de votre programme pluriannuel de résilience qui est administré par l'UNICEF en collaboration avec tous les autres partenaires. Alors il faut souligner que c'est le seul programme qui constitue un peu un trait d'union entre l'aide humanitaire et l'aide au développement, qui passe en premier par l'éducation, enfin la paix et la sécurité. Alors, en ce qui concerne déjà mon pays, la République démocratique du Congo, il faut souligner que nous avons un système éducatif qui est assis sur 3 axes, l'accès, la qualité et la gouvernance. En ce qui concerne l'accès, par exemple, le chef de l'État, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait déjà décrété en 2019 la gratuité de l'enseignement primaire, ce qui a permis à plus de 5 millions d'enfants de retourner dans les parcours scolaires. Et aussi, grâce à cette gratuité, il fallait un certain nombre de mesures d'accompagnement parce qu'il y a surpeuplement dans les salles de classe, notamment la construction de nouvelles écoles, la construction de nouvelles salles de classe. C'est là que je remercie ECW et pour ECW pour votre intervention, grâce aux écoles qui ont été construites également, grâce également à la cantine scolaire et à la formation spécifique des enseignants. Alors, en ce moment où mon pays traverse aussi une insécurité, surtout dans sa partie est, qui a été occasionnée par la présence des forces négatives, les conflits intercommunautaires et surtout l'agression dont elle est victime par un de ses voisins, le Rwanda, où plus de 800 écoles sont affectées, des écoles incendiées, où les salles de classe sont occupées par des déplacés, les bancs pupitres sont occupés pour les bois comme bois de chauffage, les écoles sont fermées, des écoles détruites, et donc ECWE va nous aider sur ce point effectivement, grâce à son programme pluriannuel. Alors, 2 choses pour finir. La première, c'est la mobilisation aussi de la communauté internationale qui est demeurée aussi silencieuse à cette question. Nous parlons de l'éducation, mais l'éducation n'est possible que là où il y a la paix et la sécurité. Donc, je demande quand même qu'on puisse briser le silence par rapport à la situation dont mon pays traverse.
Autre chose à présent, à l'issue d'une réunion tenue entre le responsable de la SICOMIN et l'inspection générale des finances, Jules Alinguete, sollicite la révisitation de la convention signée entre cette société et le gouvernement congolais, ce qui permettra à la République démocratique du Congo de bénéficier de l'exploitation de ces minerais. Stéphane Moutipa nous en parle. Au regard de révélations faites par l'inspecteur général des finances Jules Alinguete lors d'un point de presse tenu au siège de l'inspection générale des finances porté sur les défaillances d'un contrat géant signé avec les entreprises chinoises de la SICOMIN, les patrouilleurs financiers appellent cette société à se conformer aux lois relatives en matière de contrats avec la RDC afin d'éviter ces déséquilibres. Jules Alinguete sollicite également les discussions approfondies entre la SICOMIN et les services attitrés. Ceci permettra d'aboutir à la révisitation de la dite convention signée entre la SICOMIN et la RDC. Le Congo a besoin de ces ressources pour se développer et nous devons comprendre aujourd'hui que nous n'assisterons pas passivement à cette situation d'injustice. Nous en appelons vivement, comme on vient de le dire, à la SICOMIN de se mettre à la disposition de l'agence qui est le partenaire attitré pour entamer les discussions qui vont aboutir à la révisitation de cette convention. En ce qui concerne les exigences, nous y tenons. Les droits doivent être payés. Faute de les payer, nous allons lancer les avis à tiers détenteurs dès que les actes de recouvrement seront à maturité. Nous allons lancer les avis à tiers détenteurs et nous irons pour prendre des forces, des gré ou des forces, les sommes dites à l'État congolais dans les comptes ou auprès de tous les partenaires. S'il faut aller saisir la production, nous allons le faire. Ici de rappeler que les entreprises chinoises ont déjà encaissé un gain évalué à près de 10 milliards de dollars américains, tandis que la RDC n'en a bénéficié que 822 millions de dollars en termes d'infrastructures. Et puis cette triste nouvelle, portée disparue depuis le 6 février, Christian Atsu a été retrouvé mort sous les décombres de son immeuble à Hatay, au sud de la Turquie, selon son agent. L'ambassade ghanéenne en Turquie et la Fédération ghanéenne de football avaient initialement assuré que l'attaquant avait été retrouvé vivant, mais ces informations s'étaient par la suite révélée fausse. Le promoteur de la résidence de luxe transformée en ruine où 800 personnes seraient ensevelies a été arrêté la semaine dernière alors qu'il tentait de quitter la Turquie. Atsu avait rejoint en septembre le club turc de Hatay Sport, basé dans la province de Hatay, près de l'épicentre du violent séisme qui a frappé le 6 février dernier la Turquie. Voilà ce qui met terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. Le prochain numéro d'actualité ce lundi. Entre-temps, restez branchés sur le programme de Tosunga la télévision. Mais tout à l'heure, suivez-nous également à 19h20 sur Molière Télévision. Au revoir.